La qualité la plus importante à développer pour tout handballeur, c'est la force. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est la force? Est-ce que c'est faire des séries de 3 répétitions, de 5, de 8 ou encore de 20? Je lisais un article de Rudy Koya l'autre jour, qui est un coach reconnu dans le monde de la musculation. Et la première phrase était « Lorsque l'on parle de force, pour la majorité des gens, cela signifie la force maximale », qui laisse sous-entendre, comme il le dit très bien aussi, quel poids es-tu capable de soulever sur tel ou tel exercice. Mais la force, c'est bien plus large que ça. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. À la fin, tu comprendras pourquoi tu n'arrives pas à transférer ce que tu fais en salle directement sur le terrain. Et je vais te montrer comment construire une vraie force utile au handball. Celle qui te permet de gagner tes duels, encaisser les chocs, être plus puissant et t'imposer physiquement même contre plus gros que toi. Mais d'abord, faut qu'on parle de ce que tu fais sûrement mal, depuis des mois. Si tu es là, je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui tu entraînes ta force d'une seule manière. Et cette manière-là, premièrement, c'est dans ton organisation de séance. Je suis persuadé que tu fais ce qu'on appelle un bro split. Un bro split, c'est quoi? C'est quand tu vas répartir tes séances en fonction des groupes musculaires. Par exemple, tu vas faire des séances pec dos, des séances, c'était plutôt pec biceps ou dos triceps, jambes, etc. Et donc ça, c'est un peu la manière de s'entraîner comme un bodybuilder ou ceux qui veulent juste faire de la masse. Aujourd'hui, toi, tu es un handballeur, donc cette manière-là, ce n'est pas du tout celle qui est la plus appropriée à toi. Elle peut être intéressante au tout début et encore, moi je la trouve jamais vraiment intéressante parce que je recommanderais plutôt de faire des full body quand tu démarres. Full body, c'est quoi? C'est que tu fais une séance où tu travailles un petit peu tout le corps. Donc tu fais du haut, tu fais du bas, etc. Ça te permet en fait de ne pas surcharger une zone comme peut le faire le bro split où par exemple tu vas travailler 3 exercices de pec dans la même séance, sauf qu'à ce moment-là, ton corps il n'est pas encore capable d'accepter ce genre de séance. Donc, dans tous les cas, en fait, je ne recommanderais pas cette façon de découper son entraînement comme tu peux le voir de partout et comme on fait un petit peu tous quand on démarre. Et en plus de découper ton entraînement de cette manière, tu vas faire le classique 4x12, c'est-à-dire que tu vas faire 4 séries de 12 répétitions. Tu ne sais pas pourquoi tu le fais, mais tu le fais. Et très souvent, en plus, les jeunes, ils vont aller se mettre proche de l'échec et ils n'ont pas conscience qu'en fait, quand tu démarres la muscu, tu n'es pas obligé d'être toujours à l'échec. Parce qu'on va dire qu'un petit peu, quoi que tu fasses, tu vas avoir des gains et se mettre à l'échec, c'est risquer des blessures quand on maîtrise mal ses mouvements, c'est risquer de très vite saturer au niveau nerveux parce que justement, on n'a pas l'habitude de faire tout ça et ton corps il va mal réagir. Donc, le 4x12, c'est une base quand tu sais vraiment pas quoi faire, mais c'est loin d'être vraiment optimal parce que tu vas te retrouver à faire énormément d'exercices généralement mono-articulaires, c'est-à-dire des exercices où tu n'engages qu'une articulation et donc qui vont être beaucoup moins intéressants pour le hand que des exercices plus polyarticulaires comme le squat, le soulevé de terre, etc. Quand certains joueurs me disent qu'après 1 ou 2 ans de salle, ils n'ont jamais fait de soulevé de terre par exemple, pour moi, c'est une grosse erreur. Donc, le classique 4x12, on oublie et on va voir plus tard ce qu'on va pouvoir faire. La troisième erreur, on va dire, c'est de vouloir mettre un volume énorme. Et ça revient un petit peu à celle que je viens de te dire avec le 4x12, c'est que on pense qu'il faut toujours en faire plus. Pour prendre de la force, plus je vais soulever lourd, plus je vais soulever souvent, plus je vais soulever dans une même série, un nombre de répétitions, etc., plus je vais gagner en force. Sauf que c'est vraiment contre-productif, d'autant plus pour les handballeurs. Et d'autant plus en saison. Hors saison, on peut y aller un petit peu plus, mais quand tu es en saison, si tu commences à faire trop de volume sur des séries trop longues et tout ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas accumuler trop de fatigue. Et cette fatigue, elle va se répercuter à l'entraînement, puis elle va se répercuter en match. Et tu vas te retrouver avec un manque d'énergie et tu vas pas forcément comprendre pourquoi et tu vas te rendre compte qu'en fait ce que tu fais en muscu, ça t'est au final pas forcément bénéfique parce que si c'est pour que derrière tu n'aies plus d'énergie, il n'y a aucun intérêt à faire toute cette muscu. Donc il va falloir que tu apprennes à t'entraîner beaucoup plus intelligemment et à faire un petit peu autre chose que ce que tu as l'habitude de voir sur de la musculation classique. Et c'est exactement ce qu'on va voir de toute façon dans la suite de la vidéo. Mais s'il faut que tu retiennes une chose, c'est que ce que tu fais aujourd'hui, en fait, c'est comme si tu voulais courir plus vite aux 100 mètres, mais que tu faisais que des marathons, par exemple. Si tu veux être plus fort, plus explosif, tenir mieux tes duels, etc., à un moment, il va falloir s'entraîner
sur d'autres qualités que juste vouloir faire du muscle. Parce que faire du muscle, c'est de la force dite un peu plus longue, c'est de la force d'endurance. Et nous, ce qu'on veut, c'est développer un petit peu plus de force-vitesse, de force maximale, etc. Et t'inquiète pas, on va voir tout ça dès maintenant. Donc comme je te le disais, il existe 4 types de force. On a donc l'endurance de force, la force-vitesse, la force-endurance et la force maximale. Ces 4 forces, elles parcourent donc toutes les intensités possibles de 10% de ton maximum, donc de ta 1RM, à 100%. Et il ne va pas falloir oublier l'une d'elles, parce que si tu oublies l'une d'elles, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas forcément sacrifier quelque chose et il y aura forcément un moment où tu vas manquer de quelque chose. Donc, il est vraiment essentiel de bosser les 4 différents types de forces. Et si on devait démarrer dans le bon ordre, je te dirais plutôt de démarrer avec de l'endurance de force. En fait, ça va être des grandes répétitions. Tu vois, tu vas faire des séries assez longues. Ça peut être du 12, 15, 20 répétitions. Et quand on démarre, l'avantage, c'est que ça te permet d'assimiler un petit peu mieux les mouvements, la technique des mouvements. Même si les longues répétitions, tu vas avoir peut-être tendance un petit peu sur les dernières reps à perdre en qualité technique, mais au moins ça t'apprend à répéter le mouvement. Parce que si tu démarres directement avec du 5 répétitions, au-delà du fait que c'est un petit peu trop pour toi et ton système nerveux et ton système musculaire, etc., c'est que tu n'as pas le temps vraiment de comprendre le mouvement, de pratiquer le mouvement. Donc c'est là l'intérêt au début de commencer par de l'endurance de force. En plus, ça va te permettre justement, tu vois, d'être capable d'accumuler un petit peu plus de volume et justement quand derrière tu vas venir faire tes exercices un petit peu plus de force max, bah, tu seras capable de porter plus parce que tu auras plus de masse musculaire, tu seras capable d'apporter plus d'oxygène dans le sang, dans tes muscles, etc. Donc il y a tout intérêt à démarrer par ça. La deuxième chose que je ferais, ça serait plutôt de la force endurance qui là s'apparente un petit peu plus du coup à de l'hypertrophie. Parce que si aujourd'hui tu manques un petit peu de masse musculaire, bah c'est une très bonne base avant de vouloir travailler sa force maximale par exemple. Parce que la force d'endurance, ça va te permettre donc de faire de la masse musculaire et donc d'avoir des muscles qu'on va dire vraiment simplement plus solides. Ça permet aussi, tu vois, de, encore une fois, t'habituer un petit peu plus au mouvement. Et donc, quand tu vas passer sur ta force max avec des exercices plus intenses, là, qui sont un petit peu moins musculaires, mais qui développent un petit peu plus le système nerveux, bah, ça va te permettre d'être beaucoup plus prêt à faire ça. Donc, je répète, dans l'ordre, endurance de force pour vraiment, voilà, apprendre le mouvement et entraîner les muscles. La force endurance où là vraiment on vient créer de la masse musculaire pour vraiment bâtir quelque chose de solide. Ensuite, donc en troisième, on a la force maximale où là on va venir faire des répétitions quand même plus courtes où on va être entre 1 et 5 reps et on va venir porter beaucoup plus lourd. La force maximale, on crée un petit peu moins de muscles avec celle-ci, même si on peut faire un petit entre-deux, mais son objectif premier, c'est de développer ton système nerveux. Et le problème, c'est que si tu fais trop de force max sans préparer tout ce qui est à côté avec le muscle, etc., si tu fais jamais d'endurance, de force endurance, en fait, tu vas travailler ton système nerveux beaucoup trop vite et donc, en fait, tu vas être capable de porter des poids plus lourds, mais en fait, tes articulations, tes muscles, ils ne seront pas prêts à ça. Toutes les structures autour, tu vois, les structures tendineuses, etc., elles vont en prendre un coup parce que tu vas développer trop vite. En fait, tu vas pouvoir mettre de la force trop vite alors que tout le reste ne sera pas assez développé. Donc, c'est là où tu vas avoir des tendinopathies et toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que la force max vient après tout ça. Et en quatrième, je mettrai la force-vitesse. Parce que une fois que tu as développé une force max, etc., il va falloir apprendre à la bouger rapidement. Mais le problème, c'est que si tu apprends à bouger rapidement une force, enfin, tu veux mettre ta force en action rapidement, tu vas forcément réduire un petit peu la qualité de ta technique. Donc, si on fait trop vite de la force-vitesse, ce qui va se passer, c'est que tes mouvements risquent d'être un petit peu trop dégradés et donc tu risques de te blesser plus facilement. Donc c'est pour ça que j'aime bien la mettre en dernier, parce qu'une fois qu'on a créé toute notre base, on peut
commencer à mettre un petit peu plus de vitesse dans nos mouvements. Et c'est elle qui va être importante pour le handball principalement, même si la force maximale aussi est importante, même si la force endurance, etc. c'est important, parce que le hand est pluriqualité athlétique, c'est-à-dire que tu dois être bon dans plusieurs qualités athlétiques, parce que si tu veux pouvoir résister au duel, il faut quand même avoir une bonne masse. Si tu veux pouvoir neutraliser et tirer fort, il faut avoir une bonne force. Si tu veux pouvoir courir vite, il faut une bonne vitesse. Si tu veux pouvoir sauter haut, il faut donc une bonne puissance qui demande de la force, de la vitesse, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler tout, mais on va dire que la force-vitesse, c'est vraiment celle où après tu passes un cap, parce que c'est là où tu développes ton RFD, qui est ta capacité à développer de la force rapidement, donc qui peut s'apparenter à l'explosivité. Donc c'est pour ça que c'est super important de faire les choses dans le bon ordre et d'avoir toujours en tête que l'objectif final, c'est d'avoir quand même un transfert sur le terrain. Mais il ne faut pas non plus chercher à griller les étapes. Donc maintenant, si tu commences à comprendre un petit peu tout ce que je t'explique, mais que c'est encore flou pour toi, j'ai une solution simple et gratuite. J'envoie chaque semaine des emails privés aux abonnés de ma newsletter Objectif National. Dedans, je te partage des conseils sur la préparation physique, des exemples de joueurs que j'accompagne et surtout des stratégies concrètes que tu peux appliquer dès maintenant pour devenir plus fort, plus explosif, plus visible et enfin atteindre le niveau national. C'est 100% gratuit, tu peux t'inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description. Et crois-moi, si tu veux passer de la régionale à la nationale, tu vas apprendre plus en quelques mails qu'en 3 mois à scroller sur Insta par exemple. Pour en revenir à notre sujet, maintenant ce qui va être important, c'est de savoir dans quelle direction aller. Et pour que tu saches dans quelle direction aller, il va falloir faire quelque chose d'assez simple, mais que tout le monde oublie, c'est de se tester. Et comment on va pouvoir se tester par rapport aux différents types de force, je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc, dans un premier temps, si tu veux tester ton endurance de force, alors il ne va pas y avoir vraiment de tests qui vont te dire tu vas voir ton endurance, elle est comme ça, elle est comme ça. Ce qui va être plutôt important, ça va être de savoir, enfin, pas de savoir, mais comment toi, tu vas te sentir par exemple sur le terrain. Est-ce que tu sens que tu as du mal à répéter les efforts? À un moment dans le match, tu vas être là, quand il va falloir commencer à tirer en fin de match, quand il va falloir aller au tir en fin de match, quand il va falloir aller au duel, etc. Est-ce que dans ces moments-là, tu sens la fatigue arriver, tu sens que tu tires moins fort, tu sens que tes duels sont moins impactants, etc. À quel moment du match ils arrivent? Parce que plus ça arrive tôt, plus tu manques d'endurance de force. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir que tu identifies pour savoir si tu as du mal à répéter les efforts. Parce que l'endurance de force, c'est être capable de répéter des efforts. Et donc, après, tu peux aussi tester ça sur, par exemple, des petits circuits. Tu te fais un circuit avec 2 exercices. Tu essayes de tenir, par exemple, on va dire un petit truc au pif, mais des circuits que j'aime bien faire. Moi, j'aime bien enchaîner, par exemple, des slam balls avec des kettlebell swing. Donc, tu prends un slam ball pas très lourd, par exemple 6 kg. Tu prends une kettlebell pas trop lourde non plus, 10-12 kg. Et l'objectif, c'est que tu vas tenir 30 secondes de slam ball à fond, 30 secondes de kettlebell swing à fond et tu vas prendre autant de repos que d'efforts. Et là, tu vas voir comment tu finis déjà rien qu'après le premier tour. L'idée, ça serait de faire à peu près 3 tours. Si tu es déjà complètement cramé et tu sens que rien qu'au bout de ces 30 secondes, ta vitesse, elle descend en chute libre, c'est que tu manques un petit peu d'endurance de force. Donc, il va falloir s'entraîner sur ce type d'exercice-là, faire des répétitions plutôt longues, à faire des petits circuits, etc. Le deuxième point, c'est donc la force d'endurance. Là, pareil, pas vraiment de test particulier. Ça va plutôt être, est-ce que tu manques de masse musculaire, par exemple? Est-ce que tu sens que sur le terrain, tu as tendance à te faire bouger assez facilement? Tu galères au niveau des appuis? Tu sens que si tu veux neutraliser un mec, c'est compliqué. Et même, de toute façon, tu as juste à travailler dans un miroir et à faire le rapport poids-taille. Est-ce que tu manques de masse musculaire? Si oui, alors ça va être le moment de travailler sa force d'endurance. Pour savoir clairement, par exemple, comparé à la force max, tu ne vas pas pouvoir dire si tu fais tel exercice, tu sais que tu manques de masse, etc. C'est vraiment quelque chose de perceptif. Donc, tu sais que si tu as besoin d'augmenter ta masse, qui est le cas pour beaucoup de monde, il va falloir que tu démarres par ça. Et c'est exactement la même chose à l'inverse. Si tu as beaucoup de masse grasse, il y a de fortes chances que tu doives passer par
un cycle de force, d'endurance pour pouvoir justement perdre du poids et venir faire un petit peu plus de masse et avoir un petit peu plus de muscle derrière. Le troisième point, c'est donc la force maximale. Là, pour le coup, j'utilise des indices. En gros, on va faire des ratios pour savoir si tu as une bonne force maximale ou pas. Donc, pour ce qui est des ratios, je me base sur plusieurs exercices, mais les trois principaux, on va dire, c'est donc le soulevé de terre, le développé couché et le squat. Pour le squat, on va être sur 1,8 fois ton poids de corps. Tu dois être capable de pousser 1,8 fois ton poids de corps. Donc, on va prendre quelque chose de très simple. Tu fais 100 kg, tu dois être capable de faire 180 kg au squat. Si tu n'en es pas capable, c'est que tu as un ratio de force à ce niveau-là qui est défavorable et il va falloir augmenter tes niveaux de force. Pour ce qui est du soulevé de terre, ça va être 2,2 fois ton poids de corps. Donc si tu fais 100 kg, 220 kg au soulevé de terre. Et au développé couché, on va prendre à peu près 1,3 fois ton poids de corps. Donc ça serait 130 kg au développé couché. Encore une fois, tout va dépendre aussi de plusieurs paramètres. Si aujourd'hui tu as un gros taux de masse grasse, forcément que au niveau des ratios de force, ça va peut-être être plus compliqué que celui qui est du coup plus sec. Donc si tu fais le ratio, c'est la charge elle est plus petite et qui a déjà une bonne base musculaire, qui a déjà beaucoup de muscles et qui est capable de pousser un peu plus lourd. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Donc il ne faut pas se dire oh je suis méga loin des 2,2, il va falloir que je m'en rapproche et tout. Peut-être que tu vas voir que en faisant du coup cette petite période de force endurance où tu prends en vrai de la force maximale durant cette période et tu prends du poids, tu prends de la masse et que tu vas perdre un peu de poids, tu vas voir que du coup tes ratios ils vont se rééquilibrer un petit peu plus rapidement. Mais l'idée c'est quand même de se dire que quand ces ratios ils sont défavorables, il va falloir essayer d'augmenter ces niveaux de force. Il y a un moment où ça ne sert plus vraiment à grand chose d'augmenter ses niveaux de force, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a déjà atteint un bon niveau de force. On va pas donner, pour pouvoir augmenter encore, il va falloir donner beaucoup à l'entraînement et c'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc une fois qu'on a atteint des bons niveaux de force, moi ce que je te conseille, c'est d'être plutôt sur du maintien de ces niveaux de force et après on va aller développer autre chose comme par exemple la force-vitesse. Pour ce qui est de la force-vitesse du coup, comment la calculer, comment la tester un petit peu. Là, pour le coup, j'aime bien utiliser des Counter Movement Jump ou CMJ. Donc, en gros, c'est des sauts. L'idée, c'est de savoir à peu près ta hauteur de saut, combien tu es capable de générer de force pour pouvoir te soulever et exploser. Et ça, ce que je te conseille, c'est d'avoir accès soit à du matériel type MyJump, pour pouvoir calculer avec ton téléphone ou des plateformes de force, des tapis de Bosco, etc. pour que ce soit assez précis. Parce qu'après, tu peux le faire aussi la méthode un petit peu plus traditionnelle, j'ai pas de matériel, je prends une craie, un post-it, je le colle avec le bras tendu, puis je fais mon saut, je recolle mon post-it, je mets le coup de craie, je calcule la différence entre les deux. Mais bon, c'est quand même beaucoup moins efficace et beaucoup moins précis que si tu utilises des appareils de mesure. Du coup, ça va être le dernier point, la force-vitesse, même si par exemple moi dans ma batterie de test je vais le faire dès le début parce qu'en fait tu vas voir quand même que si sur ton CMJ tu as une très mauvaise note, c'est-à-dire que moi sur le CMJ j'aimerais qu'on soit autour des 40 cm minimum. Si tu es largement en dessous, comme ça a été le cas par exemple un de mes derniers joueurs que j'ai accompagné qui avait 28 cm en CMJ, c'est vraiment vraiment très faible et derrière quand tu fais les ratios de force tu vois que c'est catastrophique aussi, donc tu comprends directement que là à ce moment-là il y a un gros manque de force maximale. Le CMJ c'était juste pour voir un peu l'évolution, etc. Mais tu comprends direct que ça va être un manque de force maximale. Et justement, en 4 semaines, tu vois, on a fait pas mal de travail de force. On a réaugmenté vraiment pas mal les niveaux de force. Et forcément, le CMJ, il passe de 28 à peu près 35, si je dis pas de conneries. Donc, autant dire que tu as vu, on s'est largement rapproché du ratio au niveau du CMJ. Donc, c'est pour ça que ça reste quand même important de tout calculer, de parfois tout tester. Faut pas tester pour tester non plus, mais ça permet d'avoir des bons indicateurs. Et c'est pas parce que c'est par contre des indicateurs qu'il faut forcément bosser ces indicateurs. En gros, c'est pas parce que tu veux augmenter ton CMJ, donc tu prends ton indicateur CMJ, tu as 28 cm. Si tu veux augmenter la hauteur de ton CMJ, c'est pas pour autant qu'il faudra prendre cet indicateur comme exercice de travail.
Tu vois, on n'a par exemple pas fait de CMJ pour augmenter sa détente. On a fait du travail de force et ça a permis d'augmenter son CMJ. Il faut aussi réfléchir comme ça. Qu'est-ce qui va te permettre d'améliorer tel point par rapport à tel point? Qu'est-ce qui est le plus faible? Qu'est-ce que je commence? Etc. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de la phase de test. C'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre et c'est pour ça que personnellement, dans mes accompagnements, c'est ce que je fais toujours au tout début parce que c'est le gros point noir chez les joueurs qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire et leurs besoins. Maintenant, on va voir comment on pourrait organiser un petit peu mieux sa séance pour pouvoir justement travailler les différents points. Donc déjà, moi, dans une séance type, si on veut travailler un petit peu de tout, entre guillemets, j'aime bien organiser ma séance comme ça. On a 3 types d'efforts. Les efforts dynamiques, les efforts maximaux et les efforts répétés. Les efforts dynamiques, c'est ceux qu'on va retrouver en début de séance. C'est des efforts assez légers, où on essaye de bouger le plus rapidement possible généralement. Ça peut être de la plio, ça peut être du sprint, etc. Mais en tout cas, c'est tous ces types d'efforts qu'on met en début de séance parce qu'ils demandent beaucoup d'énergie. Donc, forcément, en début de séance, on a beaucoup d'énergie, donc on les met ici. En deuxième, on a nos efforts maximaux qui vont donc s'apparenter plus à de la force maximale qu'on va mettre à la suite. Pareil, on a besoin de pas mal d'énergie, ça demande de la technique, donc on les met en deuxième, c'est là qu'on les fait. En troisième, on va venir mettre nos efforts répétés. Pourquoi? Parce que ça demande un petit peu moins d'énergie, c'est-à-dire que techniquement, c'est moins compliqué. Donc même avec de la fatigue, on peut avoir de très bons résultats en les mettant à la fin. L'idée avec cette structure de séance, c'est de pouvoir bosser par exemple un petit peu tout dans sa séance. Bien sûr, si aujourd'hui tu manques vraiment d'endurance de force, peut-être qu'on va démarrer notre séance avec de l'endurance de force. Peut-être que si tu manques de masse, on va se faire une séance principalement effort max, effort répété et on mettra les efforts dynamiques peut-être sur une autre séance parce que, je te répète tout le temps, mais j'aime bien travailler un petit peu tout et éviter de délaisser une qualité. D'autant plus dans un sport comme le hand, si tu ne fais jamais d'efforts dynamiques, forcément il y a un moment où tu vas stagner par rapport à ça. Donc, on va dire un truc au pif, mais imagine tu veux développer ta masse musculaire et tu as 2 séances, peut-être que tu vas faire une séance plus force, effort max, effort répété pour justement travailler cette masse et peut-être que tu vas faire une deuxième séance où tu vas mélanger un petit peu plus effort dynamique, effort max, effort répété. Enfin bref, il faut après trouver le bon dosage. Une chose est sûre, il faut mettre la priorité sur les points faibles, comme je viens de te le dire. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire de la qualité avant de vouloir faire de la quantité. Arrêtez de me faire des 4x12, des 5x12, tout ce que tu veux avec 18 exercices par séance. 4 exercices dans une seule séance, ça peut être largement suffisant. 2 séries pour un exercice, ça peut être largement suffisant. Il n'y a pas d'intérêt de faire pour faire. C'est-à-dire que, imaginons, on fait un 5x5 au développé couché ou au squat, comme tu veux. 5x5. Tu as donc 5 séries de 5 répétitions à faire. Tu sais que ça va être du travail de force, mais si tu vois que déjà à ta 3e série, tu es complètement cramé et tes vitesses de barre elles sont beaucoup plus compliquées et tu sens que tu galères à soulever le même poids, tu peux t'arrêter ici, même si tu avais prévu un 5x5. Parce que l'idée de la force, c'est aussi de donner en gros un stimulus nerveux et une fois que tu as obtenu ce stimulus, une fois que tu es allé au max et que tu t'es bien stimulé, ça ne sert plus forcément à grand chose de continuer à s'entraîner de continuer à faire des séries ou quoi, juste pour faire des séries. Pour donner un exemple aujourd'hui dans ce qu'on appelle le VBT, le Velocity Based Training, en gros, on s'entraîne avec par exemple des capteurs et on va calculer la vitesse que tu es capable de mettre à la barre. Quand cette vitesse chute trop, on va dire ok, c'est la fin de notre série. En fait, c'est vraiment des repères pour te dire que on veut que de la qualité. Une fois que tu passes en dessous d'un certain seuil, une fois que ça ne devient pas assez rapide, pas assez qualitatif niveau technique, etc., ça ne sert plus à rien. On peut s'arrêter dès maintenant. Donc voilà ce qu'il faut que tu aies en tête et que tu te dises parfois qualité avant quantité. Maintenant, si tu es encore là, c'est que tu as compris un truc essentiel aujourd'hui. C'est pas parce que tu vas à la salle que tu deviens plus fort sur le terrain. La vérité, c'est que la vraie force, celle qui fait la différence au hand, elle se construit différemment, avec une logique, une progression et surtout adaptée à ton profil comme on l'a vu. Tu veux vraiment être plus solide sur tes appuis, tenir ton défenseur même quand il te rentre dedans, être le joueur qu'on ne bouge pas comme ça ou celui qui domine tout le monde en sautant,
alors arrête de t'entraîner à l'aveugle. Ce que tu as vu aujourd'hui, c'est juste la base. Le vrai déclic, il vient quand tu bosses avec une méthode pensée pour toi. Et je te rappelle que tu peux rejoindre ma newsletter Objectif National pour recevoir mes mails privés dans lesquels tu découvriras aussi comment j'accompagne les handballeurs à atteindre ce niveau national ainsi que comment je mets en place la méthode que j'ai pu élaborer au fil des années avec ces différents joueurs. Si tu es un joueur motivé qui s'entraîne déjà en salle de musculation mais qui est toujours bloqué au niveau en dessous de la nationale, alors je suis sûr à 100% qu'avec ce système, je peux t'aider. Et je te dis pas ça pour rien parce que j'ai moi-même été dans cette situation et grâce à la méthode que j'ai mis en place et que j'ai structurée, j'ai aussi pu atteindre le niveau national. Aujourd'hui, je te partage mes 15 ans d'expérience en tant que joueur et 3 ans d'expertise en tant que préparateur physique. En tout cas, si tu dois retenir une chose de cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu n'as pas forcément besoin de plus d'heures d'entraînement. Tu as besoin d'un corps qui transforme ces heures en de vraies performances sur le terrain de hand. Et c'est exactement ce que je peux t'aider à construire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux laisser un petit like pour me soutenir ou un commentaire si tu as une question, bien évidemment. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car dans les prochaines vidéos, on abordera la vitesse, la puissance, l'explosivité et tout ce qui pourra te permettre de te transformer en un joueur bien plus performant. Et je sais déjà que tu ne veux pas louper ça. D'ailleurs, tu peux aller voir ma dernière vidéo où je t'explique comment organiser ta préparation physique pour le handball. On se dit à très vite, ciao les handballeurs.